parler d'un secteur très stratégique et très important en République démocratique du Congo qui contribue, comme vous le savez, énormément dans le budget national. Nous allons parler du secteur minier et nous sommes donc au CAMI, cadastre minier, et avec le numéro 1 de cette institution, nous allons parler de ce secteur qui, comme vous le savez, fait parler de lui. Il y a beaucoup de mythes autour du secteur minier et nous allons aujourd'hui en savoir un peu plus, les détails, les vérités sur ce secteur. Jean-Félix Mopani, très heureuse de vous recevoir dans notre émission. Merci beaucoup, madame. Je suis aussi très content que vous soyez là pour en savoir un peu plus, davantage sur le secteur minier, essentiellement sur le cadastre minier. Voilà la toute première question. Nous voulons savoir un peu, le CAMI dépend de quel ministère en fait? Le cadastre minier est sous tutelle du ministre des Mines. Voilà. Ministre des Mines. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu le rôle et les missions de cette institution? Parce que beaucoup de choses se disent autour du CAMI. Donc, nous voulons savoir officiellement un peu vos missions. Pourquoi ça existe, le CAMI? C'est très important de donner cette précision. Le cadastre minier est un établissement public à caractère technique et administratif, je l'ai dit tout à l'heure, qui est sous tutelle du ministre des Mines. Et il a été créé par le Code minier de 2002. Parce que, en fait, comme on peut dire, c'est l'enfant du Code minier de 2002. Il a été effectivement mis en place en 2003. Donc, il existe depuis 2003. Nous en sommes aujourd'hui à la 18e année d'existence du cadastre minier. Et que c'est un service qui a la charge de gérer les domaines miniers et les titres miniers. C'est en fait les conservateurs des titres miniers de la République. Et avant 2002, comment on faisait sans le cadastre minier? Belle question, madame. Avant 2002, il existait le cadastre minier. Mais le cadastre qui existait, c'était un service de la direction des mines. L'innovation avec le code minier, c'était de faire le service, même le bureau du cadastre, qui était sous les directeurs de mines, à l'administration des mines, pour en faire un service autonome. Il y a derrière ça, qu'est-ce qu'on peut dire, derrière ça, il y avait une philosophie. La philosophie, c'est que on est arrivé à se rendre compte qu'il était absolument important d'avoir un cadastre minier autonome, moderne, comme c'était l'exemple dans les pays de l'Amérique du Sud, et qui pouvait faire ce travail que le cadastre fait aujourd'hui de manière transparente, rapide et objective, de façon à ce que les investisseurs viennent très nombreux. Parce que vous savez, l'investisseur, c'est quelqu'un qui a toujours été qui prend des précautions avec l'argent qu'il met dans les investissements. Il a besoin de la transparence, de l'objectivité. Et c'était ce qui était, la philosophie qui était derrière la création de ces services pour en faire ces grands services autonomes qui dépendent directement du ministre des Mines. Depuis 2002, le CAMI est devenu vraiment une institution à part, vraiment un service à part. Depuis 2002, la création, mais il est mis en place effectivement en 2003. Alors nous voulons savoir un peu comment ça se présente, l'organigramme du CAMI. Oui, en fait, je disais tout à l'heure que le cadastre minier est chargé de la gestion du domaine minier et des titres miniers. En fait, les tâches que le cadastre minier qui sont sous sa responsabilité concernent notamment la réception des demandes pour le nouveau droit minier, leurs enregistrements et l'instruction de ces demandes et l'émission des avis à l'intention des autorités des décisions et l'enregistrement des droits octroyés et le suivi de l'avis de ces titres, le suivi en termes de validité globalement, et que son organigramme s'organise autour de ces missions là-bas. Nous avons une direction technique, une direction administrative et une direction financière, évidemment. Évidemment, on peut pas, voilà. Il y a ce toit bon. En fait, conformément au texte qui a créé les CAMI, il
nous sommes censés avoir un conseil d'administration qui n'existe pas encore, qui n'a pas encore été mis en place, et la direction générale et les 3 directions que je vous ai données là-bas. En fait, et en dessous des directions, il y a des départements. Chaque département est organisé autour d'une mission particulière du cadastre minier. Il y a toute une myriade de missions qui ont été regroupées par proximité au sein des différents départements. Monsieur Jean-Félix Moumpani, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, que les mines contribuent énormément dans le budget national. Donc, la question est de savoir si le CAMI est aussi un peu politisé ou un peu politique, parce que vous êtes un peu le cœur voilà, vous comprenez, le cœur du budget, vous apportez beaucoup d'argent. Est-ce que vous subissez des pressions? Est-ce que le CAMI est politisé, comme on dit aujourd'hui, la CENI est politisée? Donc, expliquez un peu à cette population qui dit qu'il y a toujours une main noire derrière le CAMI, et voilà. Non, il faut dire ceci. Ce qui est clair, le cadastre minier, c'est essentiellement un service technique, dans un premier temps. Mais un service technique qui est situé aux confins de la politique et des intérêts. Parce que, comme vous le savez, tout ce qui est propriété, domaine relatif aux propriétés, c'est un domaine qui attire suffisamment d'attention. Et surtout, vous l'avez dit ici, le secteur minier est très important. Il représente aujourd'hui 90% des recettes d'exportation, plus ou moins 30% des recettes fiscales, de contributions budgétaires. Et c'est très important comme secteur. Et compte tenu de cette importance, vous voyez très bien les services comme le cadastre minier, qui est, comme nous l'avons toujours, qui est la porte d'entrée des investisseurs dans le secteur des mines, doit être au centre de plusieurs sensibilités. La porte officielle. Hein? La porte officielle. Évidemment, il n'y a qu'une seule porte. Lorsqu'il n'y a pas de porte officielle, ça devient très dangereux. Nous devons tout faire pour avoir une porte. Éviter d'avoir plusieurs portes, évidemment. Voilà pourquoi les guichets, nous le disons aussi, on l'appelle un guichet unique. Alors, de ce fait, peut-on dire que nous sommes au centre des tiraillements politiques? Je ne pense pas. Mais jusque-là, nous faisons notre travail. Jusque-là, nous faisons notre travail. Mais évidemment, il faut considérer qu'il y a des aspects politiques qui gèrent ces services. Parce que nous sommes au centre pratiquement de ce grand secteur des mines qui contribue pour beaucoup à l'économie nationale, et surtout que nous sommes la porte d'entrée des investisseurs en République démocratique du Congo concernant les activités minières du monde. Jean-Félix Moumpani, nous avons suivi dernièrement le journaliste Alain Foka qui est arrivé chez nous et qui a eu des difficultés, selon lui, à atteindre certaines zones minières. Alors la grande question, est-ce que nos terres nous appartiennent-elles? Est-ce que vous avez vraiment le registre, vous pouvez dire à nos téléspectateurs, le registre qui est dans les mines aujourd'hui? Parce que quand on a suivi ce reportage d'Alain Foka, on a eu l'impression qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Et voilà, donc on ne comprend pas très bien comment, dans notre propre pays, les services de l'État, puisqu'ils ont dit qu'ils ont eu l'autorisation de la présidence de la République et même des autorités provinciales, mais ils n'ont pas pu avoir accès à certains carrés miniers, si je peux me permettre cette expression. Et vous, vous êtes la porte officielle comme vous l'avez dit, de l'entrée pour les investisseurs congolais. Comment expliquez-vous à cette population cette situation? Est-ce que nos terres sont vraiment à nous aujourd'hui? Ce que je vais dire là est très important et je vais insister. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. C'est la Constitution qui le dit. Et je crois savoir que l'État congolais a plusieurs moyens, notamment l'administration, de moyens sécuritaires pour devoir imposer ses principes constitutionnels et ses principes légaux. Et vous avez parlé du registre tout à l'heure. Je pense que c'est une des plus grandes réalisations que les cadastres miniers, dont le cadastre minier peut se prévaloir. Aujourd'hui, nous avons, contrairement au temps passé, nous avons un registre transparent, un registre des droits miniers. Nous savons qui a quoi, qui est qui dans les mines, ou du moins dans les mines officielles, dans la partie formelle du secteur des mines, qui détient quel droit,
où il se trouve et quel est le type d'activité il est censé faire. Maintenant, concernant l'accès à certaines propriétés minières, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça pose problème. Moi, je pense que c'est lié à une mauvaise interprétation de la loi. Et que lorsque l'État congolais vous octroie une concession, c'est une concession. Et la concession a un sens précis lorsqu'il s'agit de faire de l'exploration, ou il a un sens précis lorsqu'il s'agit de faire l'exploitation aussi. Évidemment, on vous confie la propriété d'un droit et que à tout moment, les autorités politico-administratives à l'échelle nationale comme à l'échelle locale ont la possibilité de passer, de contrôler les activités. Et car c'est ce qui est prévu. Aucune société ne peut prétendre fermer les portes aux autorités politico-administratives ou sécuritaires même qui pensent devoir passer, regarder ou contrôler les activités pour voir si ces activités sont conformes à la loi. Ce qui s'est passé, évidemment, c'est une très mauvaise interprétation de la notion de la propriété minière parce que tous les titulaires des droits miniers sont astreints à s'ouvrir à toute forme de contrôle et de suivi de la part des autorités politico-administratives. Mais c'est vous qui octroyez ces documents, c'est vous qui octroyez ces terres. Est-ce que vous avez un droit de suivi sur ce qui se passe dans les carrés miniers congolais? Je vais préciser une chose. Le cadastre minier, comme je vous dis tout à l'heure, c'est celui qui est au début de l'histoire comme tel. Exactement. Lorsque quelqu'un demande un droit minier, il passe au cadastre minier. Lorsqu'il l'obtient, il l'obtient par les cadastres miniers. Évidemment, il y a les suivis et les contrôles. Le cadastre minier fait partie de tout un dispositif de régulation. Et nous sommes en amont de ces dispositifs-là. Il y a d'autres services de l'administration des mines qui ont la charge de faire les suivis et le contrôle. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous voyez, il y a une organisation échelonnée nationale jusqu'à l'infranational. Au niveau national, au niveau provincial, vous avez des divisions, vous avez des bureaux, vous avez des chefs d'antenne miniers qui ne sont pas du cadastre, mais qui font de l'administration et leurs attributions, c'est justement de faire ces types de suivi, ces types de contrôle pour vérifier si les activités sont faites conformément à la loi. D'ailleurs, je veux vous dire une chose. Lorsque un titulaire de droit minier obtient son droit minier, il l'obtient par arrêté. Et ça, c'est essentiellement par arrêté. Et quand il l'obtient par arrêté, vous vous rendez compte que à la fin de cet arrêté, il y a un article qui est tout à fait clair. Les secrétaires généraux ainsi que les directeurs généraux du cadastre minier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de ce présent arrêté. Qu'est-ce que cela veut dire? Le cadastre minier qui est en fait le conservateur des titres fonciers, qu'est-ce qu'il fait? Il vous établit un certificat pour attester de l'existence de ces droits. Et il va surveiller et veiller à la validité si vous respectez tout ce qui est prescrit concernant les obligations de validité. Mais le secrétariat général avec l'administration ont la charge de faire les suivis et le contrôle des activités conformément aux dispositions qui se trouvent dans l'arrêté qui reprennent en fait les mêmes dispositions qui sont dans la loi. Monsieur Jean-Félix, oui. On a l'impression qu'il y a un désordre dans ce secteur. Oui. Est-ce qu'il y a un critérium? Parce que ce n'est pas n'importe qui viendra quand même demander les titres miniers et de carrière chez vous. Il y a quand même un contrôle au début. Il faut quand même contrôler au début et voir ce qui se passe. Parce qu'on ne comprend pas ce désordre, parce que les gens se disent comment il y a des engins qui arrivent là-bas si vous n'avez pas octroyé un titre minier. Comment ces gens exploitent nos mines, nos terres, le sol, le sous-sol, s'ils ne sont pas passés par chez vous? Bon, ça, toute personne bien sensée doit se poser cette question. Et je crois savoir que c'est là où je félicite le président de la République qui a eu cette initiative de poser clairement ce problème. C'est une question qui est très préoccupante. En fait, l'activité minière est exercée au Congo en vertu d'un droit qui vous est octroyé par le ministre des Mines nationales ou le ministre des Mines provinciales. Après, bien entendu, que le cadastre minier ait reçu les demandes et vous ait analysé les dossiers. Mais au-delà de ça, il y a d'autres
opérateurs miniers qui exercent aussi des activités. Pas en vertu d'un droit, mais en vertu des autorisations qui sont établies par les autorités, par l'autorité du ministère, établies par l'autorité du ministère. Ce sont les coopératives avec les exploitants artisanaux. Maintenant, ces personnes qui s'introduisent à l'intérieur du territoire avec des engins lourds pour exercer une activité minière en dehors de la légalité, c'est ce qu'on appelle l'activité illicite. Comment font-ils pour le faire? C'est en fait la préoccupation du gouvernement actuel, c'est ce qu'on veut savoir. Parce que, en fait, ce n'est pas quand ils s'introduisent à travers le territoire, ils n'ont pas les documents établis normalement par l'administration des mines, notamment le cadastre minier et les autres services qui travaillent avec les CAMI à faire respecter la loi. Mais ils sont là en vertu de quoi? Et quand vous regardez, vous allez dans la profondeur, et je crois que tous ceux qui ont fait des enquêtes sur le terrain ont dû voir ça. Ce sont généralement des coopératives qui signent des contrats de partenariat avec ce groupe, à la faveur de ce contrat de partenariat qui ne sont pas tout à fait légaux, tout à fait, il faut le reconnaître. Il faut entrer des engins pour faire des exploitations industrielles là où ils ne devraient pas faire des exploitations industrielles. C'est ça l'exploitation illicite. Et en fait, là, le cadastre minier est pratiquement impuissant. Et tout simplement parce que le cadastre minier, ce n'est pas son attribution. L'attribution du cadastre minier... Vous ne pouvez pas un peu passer outre parce que ça casse un peu votre image aussi. C'est ça les désordres. C'est ça le désordre. Le désordre, ce sera l'anarchie. Ce sera l'anarchie. Il faut laisser passer le relais à d'autres services qui sont compétents et qui ont été créés pour ça. Et le cadastre minier veille à la validité du droit de celui qui exerce l'activité. Il ne veille pas à l'exercice de l'activité. Et ça, c'est ça la différence. C'est la nuance, hein, non. Il veille à la validité du droit de celui qui exerce. Pas à l'exercice. Là, c'est quel service qui contrôle comme ça? J'ai tout à l'heure, c'est l'administration des mines. L'administration des mines. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'administration des mines est organisée de manière échelonnée, au niveau central et au niveau provincial, avec des entités déconcentrées. Et quand je dis le suivi et le contrôle, ça signifie quoi? Lorsque quelqu'un a un permis de recherche, il est absolument... D'abord, la loi prévoit que celui qui a un permis de recherche fasse des rapports annuels sur ses activités, mais le rapport annuel, c'est l'écrit. Mais l'écrit doit toujours être contre-vérifié par des missions de terrain, par des enquêtes. Les services administratifs qui sont là doivent les suivre. Lorsque quelqu'un a un permis d'exploitation, qu'il exploite, eh bien, il fait des rapports sur la production, sur ses activités. Mais en même temps, il doit y avoir des inspecteurs qui doivent visiter les sites d'exploitation pour voir si les exploitations sont faites conformément aux dispositions réglementaires et légales, conformément à toutes les obligations administratives. Et donc, là, ça donne l'impression, l'anarchie, ça donne l'impression d'anarchie lorsque vous voyez des opérateurs tout entiers qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas contrôlés. Évidemment, et quand vous remontez, vous vous rendez compte que souvent ils n'ont pas les documents nécessaires pour leur permettre d'exercer ces activités. Et ça, c'est tout un problème, et c'est le problème sur lequel je pense que les autorités du pays doivent normalement se pencher et voir. Parce que ces types d'activités dites illicites ou illégales sont à l'origine de grosses pertes en termes de revenus. Vous estimez à peu près combien ces pertes? Moi, je ne peux pas estimer en termes financiers, mais j'ai dit seulement, si nous prenons le cas de l'or, par exemple. Et nous sommes producteurs d'or, exportateurs, bon an, mal an, d'environ 30 tonnes, et l'essentiel de nos exportations viennent d'une activité industrielle d'un seul opérateur, c'est Kibali Gold. Et tandis qu'il y a une multitude de sites d'exploitation artisanale, environ 1700. Légal ou pas? Bon, en tout cas, illégal. Illégal. 1700 sites d'exploitation artisanale, dans l'or essentiellement, et qui n'arrivent à produire que moins de 30 kilos l'an. Mais quand vous regardez, vous fouillez,
la réalité, vous vous rendez compte que normalement, ça devait être 15 à 20 tonnes d'or qui devraient sortir du pays. L'État n'a pas la possibilité, M. Mopane, de fermer ces sites illégaux. Et c'est la question que nous nous posons. On peut fermer, on peut régulariser, on peut formaliser. On ferme ou on régularise une situation en le formalisant pour être en mesure de contrôler et faire de cette activité illicite, informelle, pour la rendre formelle. Et la meilleure façon de la rendre formelle, c'est de pousser ces opérateurs à détenir des droits. Non pas les pousser à s'organiser en coopérative sans droit. Et quand ils n'ont pas de droits, et la suite et la conséquence, c'est qu'ils vont continuer dans ce type d'anarchie parce qu'ils ne sont pas couverts par ce droit. On nous dit, M. Mopane, que dans ce secteur minier, il y a beaucoup d'étrangers. C'est peut-être une impression, mais c'est ce que les gens voient. Il y a trop de Chinois, il y a trop d'Indiens, il y a trop d'autres nationalités, mais on a l'impression que les Congolais ne sont pas vraiment présents dans ces secteurs. Est-ce une réalité ou une impression? Essayez de nous éclaircir un tout petit peu. Bon, dans votre registre, y a-t-il beaucoup de Congolais ou beaucoup plus d'étrangers? Voilà, c'est de cette manière que je voulais répondre, parce qu'il y a une activité formelle et l'activité informelle. L'activité formelle dont nous sommes responsables, nous constatons qu'il y a à peu près 800 des droits miniers qui sont tous des sociétés, parce que la nouvelle loi n'accepte pas que des individus soient opérateurs de mines. Il faut que ce soit des sociétés, des personnes morales. Et sur le 800, en tout cas, moins de 10% sont des sociétés qui sont des sociétés de droit congolais, mais contrôlées par des étrangers, évidemment. Parmi ces étrangers, il y a les Indiens, il y a les Chinois, il y a d'autres nationalités, et des Canadiens aussi. Mais regardez maintenant plutôt du côté activité informelle. Et c'est là où ça pose problème, l'activité informelle. Les étrangers qui posent problème, ce sont ceux qui sont généralement dans l'informel. Dans le formel, quand ils travaillent directement avec les exploitants artisanaux, à travers des contrats de partenariat, qui, en fait, entre guillemets, sont des contrats signés de manière, de mon point de vue, pas correctement signés, parce que ce type de contrat amène des exploitants artisanaux à un type d'exploitation industrielle, mais qui n'est pas couvert par des droits. Et par conséquent, il y a perte de revenus parce que vous n'allez pas les taxer convenablement. Vous ne le connaissez pas. Donc, dans l'informel, il est possible qu'il y ait eu, et qu'il y en a, on le voit sur le terrain, on voit à travers la télévision, je crois l'exemple d'Alain-Foka est là. Bon, mais dans le formel, donc le secteur qui est contrôlé par le cadastre minier, vous trouvez effectivement moins de sociétés qui sont contrôlées par des étrangers. Et d'ailleurs, je voudrais souligner une chose, c'est la plupart des grandes sociétés qui produisent au Congo, qui les contrôlent? Des étrangers. Kibali Gold, c'est Randgold, ce n'est pas congolais. KCC, c'est Glencore, ce n'est pas congolais. Toutes les sociétés qui sont productrices sont des sociétés contrôlées par les étrangers. Bon, il y en a sur à peu près une trentaine à 40, entre 30 et 40 sociétés qui sont en production, si je mélange aussi avec les entités de traitement. Mais si je prends les titulaires des droits miniers, c'est moins de 20. Ils sont moins tous, c'est contrôlé par des financements étrangers. Mais on dit souvent, Jean-Félix Mopane, que les multinationales en République démocratique du Congo soutiennent, entre guillemets, les guerres qu'il y a là, qu'ils veulent cette situation de désordre pour qu'ils puissent piller tranquillement. Ces multinationales, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que c'est vraiment réel, la présence des multinationales partenant sous leur accointance avec ces milices ou la guerre à l'est de la République? Bon, voilà, les multinationales, comme vous le savez, ce sont des grandes sociétés, des grandes firmes qui sont pratiquement dans le mode de la mondialisation. Et ce sont des flux financiers qui circulent, des flux financiers sans frontières. Et que ici chez nous,
Nous avons quelques multinationales qui existent, qui sont dans la production de l'or, qui sont dans la production du cuivre et du cobalt. Entre autres, les grandes sociétés chinoises qui contrôlent, par exemple, Tenke Fungurume et les autres sociétés, sont des sociétés multinationales. Bon. Est-ce que ces sociétés sont-elles responsables de l'insécurité qui est créée chez nous? Qui aide à pérenniser cette insécurité. Moi, je pense que c'est un problème de géostratégie, un problème géostratégique. C'est-à-dire, tout le monde veut avoir le contrôle de certains métaux qui sont très importants au développement économique ou surtout très importants au développement de la technologie. Et que lorsque vous avez un monopole sur un métal, vous avez un avantage comparatif sur les autres. Et par conséquent, lorsqu'il y a cet avantage comparatif, vous pouvez faire mieux que les autres. Bon, il est possible qu'il soit derrière des complots visant à s'assurer l'approvisionnement presque exclusif de certains types de métaux, mais de manière ouverte, il est très difficile de dire telle multinationale est derrière tel conflit, mais on dit plutôt telle multinationale cherche à contrôler l'approvisionnement en cuivre, ou l'approvisionnement en cobalt, ou l'approvisionnement en lithium. Et si c'est par cela, par où ils vont passer pour financer les guerres, personnellement, en tant qu'analyste, je dis qu'il faut regarder deux fois. Parce que les guerres, ce sont les États plus qui les créent ou qui les poussent. Et les multinationales ne sont pas souvent à la solde de l'État. Là, je pose la question numéro 1 du CAMI qui est congolais ou patriote congolais. Vous êtes la porte d'entrée des investisseurs. Ils viennent, ils explorent, ils exploitent et ils s'en vont. Mais quand, par exemple, nous apprenons que le Rwanda, aujourd'hui, peut, comment dire, changer, créer des usines pour modifier un peu, apporter un plus dans ces minerais-là, qu'est-ce que vous ressentez, vous? Parce que vous êtes la porte, vous permettez à ces gens de venir, mais on a l'impression qu'il n'y a pas un plus, que ces gens viennent, ils prennent la terre, ils prennent les richesses et s'en vont. Il n'y a pas un plus, quoi, par rapport au Rwanda aujourd'hui, qui est une usine de transformation du coltan, de l'or et tout ça. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir ces usines? Est-ce que le CAMI ne peut pas, je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que le CAMI ne peut pas, en amont, imposer cela à ces investisseurs? C'est une question que les téléspectateurs m'ont dit de vous poser. Vous êtes la porte et vous vous arrêtez qu'à la porte. Oui. C'est ce que les gens se demandent. Vous vous arrêtez que là, c'est fini. Et quand ça sort, ça ne vous regarde pas. C'est vrai que vous avez déjà donné l'explication, mais les gens veulent comprendre parce que les mines, les terres que vous avez dit sont à nous. Alors ces petits détails vont peut-être apaiser les gens et faire comprendre le rôle du CAMI. Non, moi je crois que ça, ce n'est pas la question qu'il faut poser au CAMI, mais c'est la loi. La loi impose justement... Les limites, hein? Non, non, pas les limites. Elle impose justement que la mise en valeur de nos ressources minérales aille jusqu'à atteindre le plus de valeur ajoutée possible. Ça, c'est dans le code minier? C'est dans le code minier, ça y est. Okay. Ça, même l'ancien code, il y a cette imposition. Mais le fait que le cadastre minier est à la porte, il donne l'autorisation, et il appartient aux autres de faire appliquer la loi jusqu'au bout. La loi, c'est quoi? La faire appliquer. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon. La loi interdit l'exportation des minerais bruts. Okay. Elle interdit. Mais la même loi dit, bon, si vous présentez des justifications, par exemple, par rapport à la technologie, par rapport à l'électricité, à l'énergie, on peut vous donner l'autorisation pour faire l'exportation du minerai brut. Vous suivez ça? Oui. Mais la loi interdit formellement. Mais ça fait plus ou moins, depuis 2002, ça va faire 20 ans que ce code existe, 19 ans. Et quels sont les efforts qui sont faits au niveau politique, au niveau de l'économie globale, pour faire en sorte qu'on puisse mettre fin à la crise énergétique, par exemple dans les Katanga, pour empêcher à ce que les sociétés qui exportent le concentré se limitent à l'exportation de concentré, qu'ils aillent plus loin pour donner des plus-values. Voilà la question fondamentale. Ce n'est pas un problème lié
aux mines seules. C'est un problème transversal. C'est le problème de l'économie générale qui fait qu'aujourd'hui, la loi a imposé formellement à ce que nous puissions avoir plus de valeur ajoutée à nos minéraux, mais malheureusement, le contexte fait en sorte que ça ne peut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de substances minérales qui sont produites en République démocratique du Congo, sortent en l'état sans être suffisamment transformées. Et la transformation demande plusieurs choses. L'énergie, beaucoup d'infrastructures, et la transformation demande aussi que les capitals humains suivent. Nous n'avons pas tout ça, nous? Mais nous devrions l'avoir. Nous manquons tout ça? Nous devrions l'avoir. Je n'ai pas dit que nous ne l'avons pas. Nous devrions l'avoir suffisamment. Je vous rappelle qu'à une époque, à l'époque où la Gécamine était Gécamine avec Union minière, qu'est-ce que nous n'avions pas eu comme d'experts miniers chez nous? Il y en avait de toutes sortes. Et nous avons encore la chance d'en avoir si nous investissons suffisamment dans l'éducation, dans les formations. Et tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut voir. Maintenant, le rôle du CAMI, c'est que les CAMI donnent la possibilité à quelqu'un d'entrer dans le secteur minier en RDC, et la loi impose à ce quelqu'un d'aller jusqu'au bout. Et quand vous allez, et chacun a une responsabilité. Donc, la responsabilité est que on doit tout faire pour éviter à ce qu'on exporte les minéraux bruts ou les concentrés plutôt que de s'en contenter aujourd'hui. Mais ce code minier, ce nouveau code minier a suscité beaucoup de problèmes. Je me rappelle qu'il y a eu un branle-bas de ces exploitants étrangers. Ils ont même posé des ultimatums et ils disent que cela a réduit leurs avantages par rapport aux nationaux et beaucoup ont parti. J'ai la bouche autorisée pour savoir si beaucoup de sociétés ont claqué la porte, ils sont partis. Alors, est-ce vrai que ce code minier a réduit les avantages des étrangers, des exploitants étrangers par rapport aux nationaux et a donné beaucoup plus d'avantages? Bon, d'abord, une vérité, personne n'a claqué la porte. Ah bon, tout le monde est là. Cela veut dire tout le monde, même s'ils ont menacé de claquer la porte. Donc le Congo est toujours intéressant par rapport à eux. Ça, c'est un. Et deux, il y a eu bien entendu un malentendu entre le gouvernement et ses opérateurs lorsqu'on a révisé le code minier parce que certaines dispositions n'étaient pas assez suffisamment satisfaisantes pour eux, et les dispositions qui bloquaient, qui posaient problème, c'est sur la stabilité, essentiellement la question de la stabilité des avantages fiscaux surtout obtenus dans l'ancien code. Mais je crois que tout le monde a compris, tout le monde est revenu au bon sens, tout le monde a compris qu'il faut payer ce que le gouvernement congolais paye, parce que ça va contribuer à une répartition équitable des revenus. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans ce code minier? Beaucoup de choses ont dû changer, notamment j'ai dit sur trois aspects. Il faut d'abord signaler qu'il y a eu le renforcement de la réglementation dans les suivis des activités des mines, même si dans les faits on ne voit pas ça mais au niveau de la réglementation. Mais il faut aussi signaler qu'au niveau des dispositifs fiscaux, quelque chose a été fait dans le sens d'accroître les revenus fiscaux provenant du secteur des mines. Et je noterai surtout le troisième axe, c'est un progrès réalisé énorme concernant les responsabilités ou la responsabilité sociétale des entreprises, et notamment les avantages que les populations locales qui environnent le projet peuvent acquérir de projets, peuvent avoir ce projet là-bas. Et c'est ainsi que, par exemple, avec le nouveau code, il est possible que les populations locales puissent obtenir, il est possible que les populations locales, il devient possible maintenant, que les populations locales puissent participer aux revenus, car ils ont une quotité sur la redevance minière assez suffisamment importante. Je vous donne une indication sur 100% des redevances minières qui sont payées à l'exportation par tout exportateur. 50% c'est pour les trésors, 25% c'est pour la province, 15% c'est pour les entités décentralisées.
Bon, évidemment, autre chose, 10% c'est mis à côté pour les générations futures. C'est ce qu'on appelle le fonds minier pour les générations futures. On m'a accusé effectivement d'avoir pris 100 millions de dollars qui n'existent malheureusement pas jusque-là. Qui gère ce fonds, qui gère ce fonds. Jusqu'à présent, ça devrait être le fonds minier, un établissement public créé qui devrait gérer ce fonds. Mais à date, un tel établissement n'existe pas. Dites-nous clairement, ce n'est pas le CAMI qui gère le fonds minier? Pas du tout. Pas du tout. Pas les CAMI. Évidemment, il faut que je donne une précision. C'est au départ, dans les soucis de voir cette disposition être appliquée absolument, l'ancien ministre des Mines avait demandé au cadastre minier de faire, d'ouvrir un compte séquestre dans lequel on devait déposer cet argent. Effectivement, il y a eu la première année, dans les 6 premiers mois, de juin 2018 à février 2019, tous les opérateurs qui ont payé la quotité fonds minier, ils ont payé dans le fonds séquestre du CAMI. Et au total, 6 mois après, ça faisait autour de 8,5 millions. Et à un moment donné, nous avons eu l'instruction du gouvernement pour que cet argent soit transféré à la Banque centrale. Elle a été transférée à la Banque centrale. Depuis lors, ceux qui payent cette quantité, ils payent dans le compte qui a été ouvert à la Banque centrale, plutôt qu'au cadastre minier. Donc, moi, j'aime bien les comparaisons. Quand je vois une ville comme Jobour, qui est née sous les mines, des belles villes, hein, tout ça, pourquoi chez nous, là où se trouvent les sites miniers, il n'y a pas d'éclosion des belles villes? Je sais que sous l'époque coloniale, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi et les autres. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de belles villes autour des... Non, justement. Vous-même, vous avez donné l'exemple. Lubumbashi, c'est une ville minière. Elle est née des mines. Kolwezi, Likasi... Ça, c'est sous l'époque coloniale. Likasi, c'était une belle ville aussi. Bon, évidemment, là c'est une question... Enfin, très pertinente que on a découvert de l'or à l'Équateur, Jean-Félix Ompagné. On espère qu'il y aura notre Jobour à l'Équateur. J'ai appris aussi ça, qu'on aurait découvert 900 tonnes. Exactement. Mais ça c'est un bluff, madame. Ça, c'est un bluff. Et à l'Équateur, cette quantité d'or, ils l'ont découverte en combien de temps ils ont travaillé là-bas? Parce que les 900 tonnes, c'est un peu plus l'équivalent des réserves d'or que Kibali Gold A, la grande entreprise qui exporte 30 tonnes. Ils ont mis à peu près 10 à 15 ans pour faire l'exploration, arriver à découvrir ces gisements. Mais nous n'avons pas eu connaissance des travaux intensifs qui ont été faits à l'Équateur pour arriver à ces découvertes. Bon, ça c'est une déclaration hypothétique. S'il y a quelqu'un qui a déclaré, mais c'est de bluff. L'expert l'a dit. Bon. Donc, oui, la naissance des villes autour. La naissance des villes, c'est cela en fait. Les nouvelles villes, je dis bien, en RDC. Bon, voilà. Moi, je vais aller dans un détail, et avec une notion d'économie minière qui est très importante. C'est la valeur locale retenue de l'industrie minière. Eh bien, la valeur locale retenue de l'industrie minière, c'est le flux financier qui circule dans l'économie locale provenant des activités minières. Et quand vous le décomposez, ces flux, vous allez vous rendre compte qu'il est composé, des salaires qu'on donne aux personnes qui travaillent. Il va de soi si le personnel qui travaille pour les mines, les personnels locaux sont mal payés, il n'y aura pas suffisamment de flux financiers qui proviendraient d'eux. S'ils sont mal payés au détriment des expatriés, parce que tout l'argent que vous payez aux expatriés, il rentre. Deuxième composante, c'est l'industrie locale, notamment la sous-traitance, les biens et services. Et si vous n'organisez pas le secteur économique de manière à ce que vous ayez l'industrie de manufacture qui doit travailler avec l'industrie minière pour lui fournir des biens et services, et ces biens et services seront importés. Il doit y avoir d'autres services pour... Il faut s'organiser pour développer ça. Autre chose, quand vous regardez l'origine des fonds qui participent à ces investissements, ce sont des fonds qui proviennent de l'extérieur. Et quand ces fonds viennent de l'extérieur pour investir dans nos projets,
c'est pour avoir un profit. Ce profit-là, c'est pour qu'il ne reste pas chez nous. C'est pour qu'il rentre de là qu'il vient. Bon, évidemment, il y a plusieurs composants de flux qui vont faire en sorte que la valeur locale ne représente pratiquement rien si des dispositions, s'il n'y a pas une bonne politique et des dispositions légales précises n'ont pas été prises. C'est ainsi que dans le nouveau code, il y a eu, c'était l'un des points qui a fait justement le malentendu entre les entreprises publiques et entre les entreprises minières et le gouvernement, c'est sur le rapatriement de fonds. Parce qu'on a complètement inversé la proportion de fonds rapatriés. Avant, on accordait plus de 60% qui allaient à l'extérieur. Après avoir produit, vous vendez et 60% de ces revenus-là restent à l'extérieur. Et c'est les 40% qui étaient ici. Maintenant, on a inversé avec le nouveau code. On demande à ce que le fonds rapatrié soit beaucoup plus important que le fonds qui reste à l'extérieur. Donc, en fait, pour que les villes naissent, il faut qu'il y ait une politique intégrée qui basée sur la maximisation de la valeur locale en termes d'emploi, en termes de biens, fournitures, de biens, services locaux, en termes aussi, évidemment, de participation financière par des investisseurs locaux. Parce qu'un investisseur local qui a investi dans une mine et qui gagne de l'argent et qui réalise des profits, il ne va pas aller construire ses maisons en Europe, il va les construire ici, autour. Et bon, voilà, c'est ça en fait la partie théorique. Maintenant la partie pratique, pourquoi sous la colonisation c'était comme ça? Mais sous la colonisation justement parce que la valeur locale était beaucoup plus importante. Et tout a été fait dans ce sens. Et la réforme du code en 2002 et en 2003, et plutôt dernièrement en 2018, ça vise à maximiser la valeur retenue localement. Oui, je vais poser cette question à Ningala parce que les gens disent bah, mine, ça a les mines, on n'en voit pas. C'est pas pour nous. Il n'y a qu'une oligarchie qui jouit des mines de la RDC. Alors comment faire alors pour que nos mines, nous puissions jouir de nos mines? Parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas à nous. Les mines, c'est pour les autres. Comme vous avez dit, c'est pour les étrangers. C'est pas pour nous. Nous ne jouissons pas. Moi, je n'ai pas dit que c'est pour les étrangers. Beaucoup le disent. Hein. Ce sont les étrangers qui investissent. C'est que les gens pensent, c'est que le citoyen lambda, le Congolais lambda dit nos mines, en fait, c'est pas pour nous. Tobeta, Tolopamba, c'est pas pour nous, parce que nous n'exploitons pas, nous n'avons pas d'argent pour exploiter. Ouais, donc, alors, comment faire pour que le Congolais jouisse de ces mines-là? On a raison. Pour les mines, aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il met de l'argent dans un projet, il vise un profit. Et lorsqu'il vise un profit, ce profit doit être réparti de manière équitable entre nous qui sommes propriétaires et lui qui a mis de l'argent. Et c'est cet argent, nous allons compter sur la partie qui nous revient. Et la partie qui nous revient, quand elle arrive sous forme de prélèvements fiscaux, notamment redevances, impôts et autres prélèvements. Et c'est cet argent-là qui va participer à la constitution du budget. Le budget de l'État congolais, il y a un moment, il était à 300 millions de dollars à l'époque. Il augmente toujours et aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 6 à 7 milliards. Dernièrement, on a déposé un budget à 10 milliards. Et cet argent, vous pensez que ça vient d'où? Ce sont les contributions fiscales des activités minières et des activités dans l'ensemble, dont les sociétés. Donc c'est au niveau national où il faut qu'il y ait une bonne répartition de ces revenus pour que la population en tire profit. Jean-Félix, cette question, c'est un internaute qui m'a dit de vous poser. Est-ce que le cadastre minier, est-ce que vous avez participé à la signature des contrats chinois? Parce qu'aujourd'hui, on remet cela sur la sellette, on dit que c'est un contrat ultra-léonin, que ça n'a pas bénéficié au Congo. Votre avis, vous y étiez ou on doit aujourd'hui résilier ce contrat chinois? Non, y être comme cadastre minier. Oui. Non. Qui a donné les terres, puisque c'était terre. Bon, je vais vous expliquer comment. Donc le cadastre doit être au courant. C'était à vous de donner des carrés. Le cadastre minier
a été mise au courant par ricochet. Et pourquoi? Wow. Tout simplement parce que les terres que vous appelez terres, les carrés miniers, c'était des carrés miniers de la Gécamine, que la Gécamine a cédé à la JV qu'elle a constituée, oui, à la joint venture qu'elle a constituée avec les Chinois. Ah, okay. Et c'est lors de la session, et le cadastre minier en tant que conservateur, il vient, lorsque nous avons enregistré la session, nous avons seulement enregistré la session de droits miniers de la Gécamine qui sont passés vers ça. Okay. Donc nous n'avons pas été à l'origine de ce contrat. Non, ni associé dans ces négociations. Mais votre avis en tant qu'expert dans ce secteur, ces contrats étaient bénéfiques pour nous pratiquement bon, si ça s'était bien réalisé, c'était vraiment bénéfique pour nous parce que les Chinois se plaignent aujourd'hui hein, de la résiliation de ces contrats. Moi, je veux noter une chose, que ce contrat a été signé dans une période où le pays n'était pas fréquentable. C'est-à-dire, le pays ne pouvait pas obtenir un financement aussi important de l'ordre de 6 milliards à 10 milliards.